Bienvenue sur Lueur et bienvenue à Marcos Drake qu'on accueille aujourd'hui, qui est rebouteux, guérisseur et certainement bien plus encore. C'est lui qui va nous dire tout ce qu'il fait, tout ce qu'il explore. Mais d'abord, Marcos Drake, d'où vient ce nom d'explorateur? Moi, je suis né en Argentine pendant la dictature militaire. Et peut-être comme la plupart des gens ils le savent, l'Amérique latine a toujours été un peu colonisée, autant par les Espagnols, les Portugais, mais également beaucoup les Anglais. Ce qui est le cas de l'Argentine, toutes ces zones-là, où il y avait plutôt des Anglais. Donc c'est un nom qui vient plutôt d'Europe que d'Amérique latine. Et il n'est peut-être pas représentatif totalement de ce qui se passe sur le continent, totalement. Voilà. Donc c'est plutôt ça en fait. Ce qui est intéressant plutôt avec mon nom, c'est ce qui veut dire. Donc Drake, c'est une racine linguistique qui veut dire dragon, en fait. C'est comme Drache, Drake et Drakkar et tout ça. Et en fait, c'est plutôt ça qui me plaît dans mon nom de famille, quoi. Ouais, en tout cas, c'est un beau nom. C'est ça. C'est un nom qui fait rêver. Je savais Ouais, pas qu'il voulait dire dragon, mais c'est ça. C'est Drache, c'est toujours au niveau linguistique, on trouve ça en Europe. Et c'est toujours lié au dragon, en fait. ok. Voilà. Drake, c'est quand même celui qui a découvert l'Antarctique, si je me trompe pas, en Alors, suivant moi, la je, côte, je non? connais surtout Francis Drake, Mm. donc, qui était en même temps un peu pirate, un peu corsaire. Donc, c'est pas pour me déplaire non plus, quoi. C'est vrai que t'as le look Voilà, c'est un ça, peu, ouais, exactement. ouais, ouais, excellent. Ok, alors, je t'ai rencontré à Bâle à l'occasion d'un symposium sur les psychédéliques, c'était les Bicycle Days, hein, Ouais. où on parlait de la découverte du LSD et de bien d'autres psychédéliques qui reviennent en vogue et en force dans le milieu médical. Et à ce moment-là, au moment des questions, de la table ronde de cette rencontre, tu es intervenu et c'est ça qui m'a fait te remarquer dans la foule des personnes présentes ce jour-là. Et donc, en substance, hein, je ne vais pas te citer Oui. exactement, on parlait des antéogènes et tu as dit quelque chose comme le risque des antéogènes est de ne plus vouloir participer à la société. S'il y a un risque quand on prend des antéogènes, c'est qu'en les ayant pris, on ne voudra plus participer de cet effort sociétal selon ce que tu pouvais dire. Alors, Est-ce oui. que, oui, est-ce que c'est ça le risque que les autorités y voient, ou alors c'est plutôt un risque d'addiction, des risques liés à la sécurité publique, ou c'est le fait de découvrir qu'en fait on est enfermé dans une société? Alors, c'est ça. Moi, je parlais pas d'addiction parce que je pense qu'actuellement, les antéogènes sont des substances, ça dépend lesquelles et la classification, mais là, on parle en particulier de LSD ou psilocybine ou de mescaline. Sont pas des substances qui créent ce type de dépendance qu'on peut voir avec l'alcool ou le tabac. Donc c'est pas du tout de ce type de choses-là. Je disais que on vit dans une illusion. Donc cette société, comme je te l'ai peut-être dit une autre fois, les gens confondent la vie et le système sociétal en réalité. Et donc ce système sociétal nous maintient dans une forme d'esclavagisme, d'accord, euh, qui est uniquement maintenu par des œillères qui nous maintiennent dans cette société. Et donc la prise d'antéogènes risque de détruire en fait ces barrières, ce voile, et on risque de plus avoir envie de continuer ce petit jeu-là en réalité. C'est surtout ça le risque. C'est pas le côté devenir antisocial parce que tu prends des substances, ça n'a rien à voir du tout. Je te parle d'état de conscience, ta conscience ayant été modifiée, le voile ayant chuté, tu es sorti de ta caverne et d'un seul coup, tu joues plus les règles du jeu telles qu'elles sont imposées. Et donc, ça deviendra beaucoup plus difficile de se maintenir, en fait, la tête sous l'eau, de se lever le matin pour travailler. Et travailler pourquoi? Pour travailler encore. Et beaucoup de gens me disent à mon cabinet qu'effectivement, ils ont la sensation de travailler pour travailler. D'accord? Ou je travaille pour payer l'essence pour aller travailler. Et en fait, la consommation d'antéogènes, si elle est faite correctement, risque de détruire en fait cette vision-là. Je pense que c'est une des peurs aussi de ceux qui veulent réhabiliter en fait cette consommation parce que
ils veulent réhabiliter la consommation de certaines de ces substances, mais pas avec tout ce qui vient avec. Donc, on aimerait un petit peu réduire le champ, en fait, légiférer le maximum possible, ne pas le rendre libre pour tout le monde, mais seulement pour certains types de personnes, selon certains types de conditions. Parce que justement, il y a un risque que quand l'antéogène il arrive avec tout le reste en réalité. Et c'est ça la difficulté avec ce type de substances qui viennent élargir en réalité la conscience et l'esprit. Ouais. Et tu disais, en continuant, souvent, quand tu vois des gens qui arrivent à ton cabinet, tu vois des gens qui doivent se guérir de quelque chose et qu'on n'encourage pas la prévention, que la prévention n'est pas remboursée et que seulement la guérison ou l'acte de guérison est remboursé et que ça, c'est un problème de société. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Pour être plus juste, c'est même pas la guérison qui est remboursée, c'est l'acte de soin. Avant tout, parce que ça veut dire que la prévention, si nous, par exemple, moi, en tant que thérapeute, si quelqu'un il vient et je fais de la prévention, puis je marque qu'il est venu pour la prévention, il n'y a aucun remboursement, déjà. Donc, on doit avoir un patient qui vient avec une pathologie. Et donc là, on est dans un acte de soin. Et là, il va être remboursé même s'il n'a pas été guéri. Ça, c'est important aussi de le dire. C'est-à-dire que ce qui intéresse, c'est plutôt l'acte à ce moment-là. Et nous, on ne peut pas promettre la guérison à qui que ce soit. Et puis, dans le système médical actuellement, on ne cherche pas non plus la guérison à tout prix. On cherche plutôt à atténuer les symptômes. Parce que ça rapporte beaucoup plus d'argent en réalité. D'accord ? On est dans un système, par exemple, si je fais une distinction, par exemple, entre une thérapie de bien-être ou une thérapie de soins, la personne qui va venir pour un massage, par exemple, elle va revenir tous les mois. Elle est dans un système de bien-être, elle est dans un système de prévention. Et ça, c'est pas souhaitable, parce que ça coûte trop cher en réalité. Mais cette personne qui viendrait tout le temps, régulièrement, elle aura probablement moins de problèmes au final. D'accord ? Mais ça, on ne veut pas rembourser. Maintenant, ce qu'on va rembourser, c'est l'acte de soin quand la personne elle a un problème, et puis on va lui dire, vous pouvez venir 8 fois, si on est physio, vous pouvez venir tant de fois. Guérir totalement, c'est pas intéressant non plus, parce que si on guérit totalement, les thérapeutes gagnent plus d'argent, bêtement. Donc aujourd'hui, on entend beaucoup de médecins qui disent, je prends pas de nouveaux patients, par exemple. Ils ont un nombre de patients qu'ils ont atteint, puis ils te disent, je prends pas de nouveaux patients. Qu'est-ce que ça signifie au final? C'est qu'ils les guérissent pas. Ils les soignent. Moi, je fais peut-être une distinction entre le fait de soigner et de guérir. Je fais un jeu de mots. Je me dis, soigner, c'est nier le soi. Et puis guérir, c'est de retrouver la joie. Tu vois, rire, être joyeux. Et en fait, actuellement, on soigne. On va nier le soi. On va essayer de faire en sorte que la personne qui vient parce qu'elle a un mal de dos, on puisse la réintégrer le plus vite possible parce que elle coûte beaucoup trop cher aux assurances, elle coûte trop cher à la société, elle coûte trop cher à son patron, par exemple. Et donc, on va chercher à la réintégrer peut-être dans la chose qui lui fait du mal. Donc, on va essayer de nier, en fait, ce problème-là. On va dire, voilà, on va te prendre d'un point de vue mécanique. Et puis, donc, je me suis un peu perdu dans ta question, hein, ça m'arrive souvent. Non, mais j'en profite pour relever le soi nier le soi, et l'autre guérir. Voilà, la joie, en fait, c'est rire. Voilà. C'est rire, c'est retrouver la joie de vivre en réalité. Parce qu'il y a une espèce de monotonie, les habitudes, tout le temps, je me lève tous les jours à telle heure, je fais ça, je peux lever peut-être un matin, il fait beau. Tout mon âme, elle me dit, ça serait génial que tu ailles te balader, ou j'ai envie de rester avec mes enfants, puis de profiter de cette belle journée. Je peux pas. Et donc, je me force. Il y a une idée de sacrifice. On est dans une société où cette notion de sacrifice, cette notion, de se sacrifier dans le mauvais sens du terme, hein, elle est tout le temps là. On va se sacrifier. Puis les parents, plus tard, ils disent aux enfants, tu sais, je me suis sacrifié pour toi, j'ai pas pu faire tout ce que je voulais, tatati, tatata. Pour moi, le sacrifice, c'est autre chose. C'est complètement différent. Si tu prends l'étymologie du terme, qui vient du sacer facere, ça veut dire rendre sacré. Ça veut dire ça implique que le pourquoi moi je me sacrifie, je l'estime plus sacré que moi-même. Et donc, je le fais avec plaisir. Je le fais avec joie, avec bonheur, tu vois. Et ça, c'est ma notion à moi du sacrifice, en réalité. C'est pas quelque chose qui me pèse. Je pourrais jamais dire à ma fille, tu te rends compte, je me suis sacrifié et tout. Non, je vais pas jamais en parler comme ça parce que si vraiment j'ai fait quelque chose pour elle, je suis heureux et j'ai pas besoin de le dire.
Tu vois, je suis heureux de l'avoir fait parce que pour moi, elle est plus sacrée à mes yeux que ceux que j'ai sacrifiés. Tu vois, Ouais, ouais, c'est voilà. très beau et très joliment exprimé. Alors, pour revenir aussi à une autre chose que tu as dit à la fin de ton intervention lors de ce symposium, euh, pourquoi attendre la fin? Pourquoi réagir quand on est confronté à la maladie? Pourquoi ne pas responsabiliser les gens? On Oui, c'est revient ça. à nous. Actuellement, on cherche tout le temps une solution miracle, par exemple, pour guérir le cancer, pour guérir telle pathologie, telle autre pathologie et tout. Ce qu'on oublie, c'est que toutes ces pathologies, quelles qu'elles soient, elles ont démarré quelque part. Au moment où toi, tu commences à avoir tes premiers symptômes, tu peux imaginer que peut-être déjà une année, 2 ans avant, 3 ans avant, on pouvait très très bien imaginer que tu arriverais là, parce qu'il y a une logique. D'ailleurs, beaucoup de cancers peuvent être aujourd'hui diagnostiqués extrêmement tôt avec une prise de sang, on fait les marqueurs tumoraux, et puis on peut savoir très rapidement que d'ici une année, 2 ans, ton cancer il va apparaître. Puis en fait, on attend toujours ce dernier moment pour pouvoir commencer à bouger. Et ça, c'est l'être humain en général. J'attends d'avoir mal, pour me dire, ah, ça serait bien que je prenne rendez-vous avec un médecin. Et puis le médecin, il est pris, alors il te donne rendez-vous dans 1 mois, dans 2 mois. Système de santé un petit peu bancal. Et en fait, c'est à ce moment-là que tu attends pour commencer à traiter ce problème qui est là depuis longtemps en réalité. Et puis tu vas pas t'attaquer à la cause, tu vas t'attaquer simplement aux symptômes. Donc on est une société qui consomme énormément d'anti-inflammatoires, par exemple. Parce qu'une fois que j'ai moins mal, chasser le mal, bah, notre naturel y revient, puis on repart dans la même direction qui, elle, nous a déjà blessés au départ. Et en réalité, si nous, on traite l'antéogène de cette manière-là, c'est-à-dire on va attendre d'être en fin de vie pour pouvoir avoir le droit de le consommer, on va attendre d'être peut-être dans une situation extrêmement grave pour qu'on nous donne l'autorisation d'y avoir accès, bah, c'est déjà en grande partie trop tard. C'est du palliatif, en fait, qu'on est en train de faire. On va leur donner une chimio de confort en réalité. À la place de la chimio, on va leur donner du LSD ou de la psilocybine pour atténuer en fait les souffrances de fin de vie. Quand en réalité, ces substances-là, elles devraient, si elles sont utilisées, je dis bien, être utilisées en amont, beaucoup plus tôt, pour pouvoir déprogrammer tout ce qui va produire la maladie. La maladie, si on attend qu'elle soit bien installée, elle est difficile à faire partir. Ça fait combien d'années qu'on se bat contre le cancer? Ça fait combien d'années qu'on se bat contre certaines pathologies sociétales sans avoir de véritables résultats? Pourtant, il y a beaucoup d'argent qui part dans les recherches et tout ça. D'accord? Donc, de nouveau, on est là, on prétend avoir découvert une nouvelle molécule, mais qu'en réalité, tu l'as dit très bien, c'est une redécouverte. Et donc, c'est des substances qui sont utilisées depuis la nuit des temps. Et en réalité, si tu regardes comment elles sont utilisées dans le monde traditionnel amérindien, par exemple, elles ne sont pas utilisées à la fin, elles sont utilisées bien plus tôt, dès qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dès que peut-être la joie de vivre, elle descend. Là, elle va être utilisée dans le cadre rituel. Et puis, on va faire comme un reset et la personne, elle, va pas arriver à ce stade-là de pathologie en réalité. Mais ça voudrait dire qu'on devrait ouvrir en fait l'autorisation de consommation de ces substances à un plus large panel de gens que uniquement les gens en fin de vie, comme c'est actuellement le cas en Suisse par exemple. Pour y avoir accès, il faut tellement de conditions pour y avoir accès que c'est super compliqué en réalité. Et souvent, quand tu reçois l'autorisation, c'est déjà trop tard. Toi, tu encouragerais une consommation accompagnée dès le début de la vie active pour une sorte de découverte de soi. En fait, une sorte que ça entre dans les rituels de connaissance de soi, qu'on ait accès aux antéogènes dès le début pour pouvoir se connaître soi-même. Alors, je n'encourage rien du tout, déjà de base. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est pour moi un sujet extrêmement sérieux, en fait, les antéogènes. La façon dont il est pris aujourd'hui, c'est une substance. C'est une substance, c'est un principe actif qu'on a redécouvert. Et puis on cherche absolument à savoir dans quelle catégorie on va le mettre, à quoi il peut être utile. Et on prend cette redécouverte depuis ce bout-là. Moi, je suis à un autre bout. Je suis un autre bout où, pour moi, on sait déjà à quoi ça sert, parce que c'est utilisé depuis la nuit des temps. Je veux dire, cette étude-là, telle qu'elle est faite aujourd'hui, en double aveugle et tout ça, c'est très bien. C'est une vision très occidentale, c'est une vision très européenne. On part du point de vue qu'on sait rien, tac, on prend la substance et puis on la réétudie comme si elle existait. On sait pas. Tandis que dans le monde traditionnel, ils savent très très bien à quel moment l'utiliser et comment l'utiliser et dans quelles conditions l'utiliser. Moi, ce que j'essaie de dire simplement,
parce que bien avant d'utiliser un antéogène, il y a plein d'autres façons d'essayer de trouver une solution à ces problèmes. Je veux dire, il y a assez de disciplines. Pour moi, l'origine de beaucoup des pathologies aujourd'hui, qu'elles soient ces pathologies de civilisation, elles ont leur origine dans notre système social et notre façon de vivre. Et donc, en réalité, à la place d'utiliser énormément d'énergie aujourd'hui pour essayer de trouver comment utiliser telle ou telle substance, il faudrait se demander pourquoi aujourd'hui on a ce besoin-là. Je veux dire, on a quand même une substance que dans les années 60, les années 40, on a décrié, c'était le diable, c'était dangereux, c'était horrible. On a interdit même aux Amérindiens de l'utiliser, ils pouvaient plus pratiquer leur culte. Et puis, des années plus tard, on dit « Ah non, c'est extraordinaire, c'est super, on va l'utiliser ». Donc, il faudrait déjà peut-être s'occuper de tout ce mal qui a été fait dans l'interdiction en amont. Parce qu'on a interdit à des peuples qui aujourd'hui, eux, sont alcooliques, que eux n'ont plus le droit à leur culte, qu'eux, ils vivaient bien, puis d'un seul coup, ils vivent super mal, en leur disant c'est très dangereux, c'est extrêmement dangereux, on peut pas utiliser, c'est addictif, c'est ci, c'est ça. Puis après, on oublie tout ça, on est en mode redécouverte, c'est extraordinaire, c'est génial pour la neurogénèse, c'est génial pour ça, c'est génial pour ça, on va légiférer, on va faire ça. Puis on oublie tout le mal qui a été fait en amont. Et c'est ça qui me dérange en réalité dans cette redécouverte aujourd'hui de substances qui en réalité sont utilisées depuis toujours. Alors moi j'encourage rien, moi j'encourage surtout les gens à se demander, à donner du sens à leur vie. Parce que beaucoup de pathologies, elles sont issues du fait qu'il n'y a plus de sens à la vie, tout simplement. Il n'y a plus de sens aux choses qu'on fait. Je me lève tous les matins, je suis crevé, je vais faire ci, je vais faire ça. J'ai plus de sens dans ma vie. Les années passent, j'ai 40 ans, 50 ans, 60 ans, on va dire on fait des crises. Mais en réalité, c'est une perte de sens qui produit énormément de pathologies. Une perte de bonheur, une perte de plaisir. Comme je disais avant, guérir, c'est retrouver sa joie de vivre, tout simplement. Et en fait, nous, on passe notre temps à nier, en fait, tous ces petits messages qui sont donnés par le corps, un petit eczéma, une petite douleur ici, un lumbago. Le mal a dit, bah oui, le mal, il a dit. Il faut l'écouter, mais on n'a pas le temps pour l'écouter, parce que le lendemain, il faut que je retourne au travail. Donc, on est plutôt dans la négation de soi. Alors aujourd'hui, cette panacée de l'antéogène, la substance hallucinogène pour certains, on voit ça comme une nouvelle panacée en réalité, mais le problème, il n'est pas là. On va juste entretenir quelque chose, on va faire encore peut-être plus de mal au final, parce qu'on n'aura pas demandé pardon déjà à tous ceux à qui on a fait du mal, on va se réapproprier de nouveau des substances qu'on a interdites à des peuples premiers, et puis eux n'auront de toute façon toujours pas le droit de pratiquer, parce qu'ils savent rien au final. Et c'est ça qui me dérange avec ce nouvel engouement, en fait, pour l'exploration de l'inconscient, encore une fois, d'un point de vue du cerveau. Les gens, ils disent, bah voilà, on est des psychonautes, tu vois. On utilise beaucoup ce terme-là. Moi, je l'utilise pas personnellement pour moi. Explorateur de l'inconscient. C'est pas tellement ça qui est intéressant, tu vois, à mon sens, dans ces substances. Ces substances, elles ont déjà été utilisées, elles continuent à être utilisées de façon traditionnelle depuis toujours, en fait. Même la législation n'a pas pu l'empêcher jusqu'à maintenant. Mais du coup, on dirait qu'il y a quand même quelque chose qui nous manque, en tout cas qu'on a besoin de palliatifs, et je parle pas seulement des soins palliatifs, mais de palliatifs à ce grand manque de sens qu'on a dans la vie, et qui nous manque des rituels de passage, qui nous manque quelque chose. Alors c'est peut-être pas les antéogènes qu'on peut pas encourager, les gens à en prendre, mais qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce qui manque à notre société, et pourquoi on a besoin de tous ces palliatifs? Je veux citer l'alcool, mais il y en a des milliers d'autres. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose là-dessus? En fait, c'est l'absence de sacré, tout simplement. En tout cas, à mon sens, moi qui voyage énormément, là je viens de rentrer de Mongolie par exemple, je repars au Mexique, c'est l'absence du sacré. Et je pense qu'en Occident, on a été tronqué à un moment donné du sacré. Je parle pas de religion, je parle vraiment d'un sentiment profond, d'une foi profonde et de cet espace où il y a des choses qui évoluent selon des cycles, selon des rituels, selon des choses comme ça. Par exemple, tout bêtement, le passage à l'âge adulte, bêtement, tout simplement. Un homme aujourd'hui, dans notre société, peut rester un gosse toute sa vie. Moi, je connais des gens, sans juger, hein, mais qui, à 40, 50 ans, ils sont encore en train de jouer aux jeux électroniques, ils se perdent là-dedans, ils s'évadent. C'est un palliatif, parce qu'ils savent toujours pas quelle est leur responsabilité et quoi faire.
Et les femmes, c'est un peu différent parce que la vie, déjà, leur impose, si tu veux, des rituels de passage qui sont assez clairs, qu'on devrait les aider à comprendre, mais qui sont quand même clairs. Quand une femme a ses premières règles, elle devient une femme. En réalité, à ce moment-là, elle va avoir cette capacité de procréer. Donc, c'est un passage rituel qui se fait, c'est physiologique. Il y a une transformation. Le garçon, il sait pas, c'est quand il devient un homme. Et à l'époque, dans toutes les sociétés traditionnelles, il y avait des rites de passage. Et en fait, c'était les anciens qui te disaient, bah voilà, tel rituel, tu fais telle chose, et la communauté va te considérer comme un homme. D'accord? Donc ça n'existe plus non plus. Les femmes, elle aura un autre rite de passage, c'est l'enfantement. Quand elle va donner naissance à son enfant, elle va se transformer en maman. Puis après, elle a encore un autre rite de passage qui est toujours là. Donc, pour ça que les femmes, souvent, sont bien plus responsables, très jeunes, que les hommes. Mais on est une société d'hommes aussi, c'est-à-dire que c'est les hommes qui font la guerre, c'est les hommes qui font toutes ces choses-là. Et donc, il manque quelque chose. Et pour moi, c'est le sacré. C'est tous ces rites qui nous ont pas accompagnés. Et c'est ça que, en fait, ils sont en train de rechercher maintenant. Cet engouement pour le chamanisme, cet engouement pour les entéogènes. On va ritualiser un petit peu notre vie. Le danger, c'est de construire un pot pourri, en fait. C'est le concept du New Age. Un petit peu, je prends un petit peu de ci, un petit peu de ça, un petit peu de ça, saupoudré de ça. Et puis, je me suis en train de me créer ma spiritualité. D'accord? Et c'est ça un petit peu le danger, je pense, dans une vision étroite un petit peu des entéogènes. Ça serait de se dire, bah, je prends un petit peu de ci, un petit peu de ça. Le lundi, je vais essayer les LSD. Dans un mois, je vais essayer la psilocybine. Et t'essayes plein de choses comme ça. Et en fait, tu te crées une spiritualité de toute pièce. Mais elle est bancale, en fait. Parce que c'est à tes œuvres que tu vas te reconnaître si t'es bien ou pas bien. C'est pas par rapport au... Moi, ce que je te dis, je peux dire ce que je veux. Après, il faut voir ce que je fais. Et c'est ça qui manque, en fait, de notre société. Il y a plein de gens qui donnent des leçons. C'est-à-dire des maîtres spirituels, on en a plein. C'est tellement facile de trouver un maître spirituel aujourd'hui. Mais de devenir son propre maître, c'est beaucoup plus difficile. D'accord? Et en fait, c'est ce manque du sacré, pour moi, qui est à l'origine de beaucoup de ces problèmes-là, en fait. On a remplacé le sacré par la production, par exemple. Par une forme de matérialisme. Je serai heureux quand j'aurai une maison. Je serai heureux quand j'aurai une voiture. Je serai heureux quand tout ça. Puis en fait, malheur à nous, on a eu tout ça. En tout cas, en Europe. Hein. J'ai ma maison, j'ai ma voiture, j'ai ci, j'ai ça, je mange tous les jours. Hein. Ma pyramide des besoins, elle est satisfaite dans une grande partie des paliers. Puis en fait, je suis dans la partie haute où j'ai besoin d'une forme de transcendance et tout, puis je la trouve pas, je sais pas où elle est. Parce que j'ai pas grandi avec, c'est pas une habitude. Quand tu vas dans des pays où ils pratiquent une certaine forme de spiritualité, mais depuis tout petit, ils ont eu ces rituels depuis tout petit, bah, ils sont beaucoup plus en paix. Si tu regardes aujourd'hui en Occident, on a une consommation d'anxiolytiques qui est terrible. C'est la plus grande consommation au monde. Mais pour quelle raison? Parce que les gens, il leur manque quelque chose. Et donc, on va consommer de l'alcool, on va fumer, on va sortir. Et pourquoi on sort? Parce que le plaisir étant addictif et devant être tout le temps renouvelé, est intéressant aussi pour la consommation. Si tu as le bonheur, t'as pas besoin de toutes ces choses-là. Tu vois, c'est comme aller à Europa Park. Tu vois, je viens de faire un super grand 8 et tout, je sors de là, puis je dis, ah, puis on fait quoi maintenant? C'est fini. Faut que je fasse tout de suite le deuxième, puis le troisième, et puis le quatrième. Puis on doit agrandir le parc, parce qu'il faut une nouvelle attraction, parce que les anciennes attractions, elles m'intéressent déjà plus. Tu vois, ça, c'est la quête du plaisir. Et le plaisir, il a pas de fin. Tu vois, et c'est dans l'addiction que tu vas tomber, en réalité. Te dis que si tu cultives le bonheur, t'as pas besoin de toutes ces choses-là. T'as pas besoin. Mais c'est pas intéressant au niveau économique. Tu vois. Et donc là, on est dans ces grandes consommations d'anxiolytiques dans nos sociétés. Et ils pressentent, en fait, un groupe d'experts pressent qu'on va avoir plus d'anxiété dans les années qui viennent, plus de dépression, plus de mal-être et mal de vivre. Et donc, on doit trouver quelque chose qui va remplacer un petit peu ces anxiolytiques qui sont arrivés un petit peu dans les limites de ce qu'ils sont capables de faire. Et c'est pour ça que maintenant, on est en train d'entrevoir l'utilisation, en fait, des entéogènes, pour gagner du temps aussi. Mais vu sous cet angle-là, cette utilisation, elle ne donnera pas le résultat qu'il devrait donner, en réalité.
Ça, on va payer des taxes comme pour l'alcool. Le CBD maintenant, bah, tu vois, le chanvre, il a été décrié. Il y a des gars qui ont été mis en prison. Puis aujourd'hui, tu trouves en Suisse du CBD un peu partout. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que la société, elle prend des taxes là-dessus. Hein. Prohibition de l'alcool, c'était pas intéressant, c'était la mafia qui gagnait l'argent. Quand c'est l'État qui gagne, là, ça va beaucoup mieux. Mais si on regarde dans la liste des produits vraiment dangereux de notre société, l'alcool, il est en première place. Puis on cherche pas à l'éliminer. Tu vois? Donc le vrai problème, c'est ça, c'est l'absence de sacré à un moment donné, de peut-être plus de ritualisation dans notre vie, mais il faut que ça tienne la route, tu vois. Moi, je parle de concordance en réalité. Qu'est-ce que c'est la concordance? Alors moi, je peux créer un nouvel art martial, hein. Moi, je pratique en arts martiaux, alors on va créer du MMA. Alors, qu'est-ce que je fais? Je mets un coup de pied qui vient d'ici, un coup de poing qui vient de là, puis j'essaie de créer quelque chose de nouveau. Et le problème de la concordance, si tu veux pas que ça soit un pot pourri, chaque style martial a sa propre position de base. Si je fais de la lutte, j'ai les pieds comme ça. Si je fais de l'aïkido, j'ai les pieds comme ça. Puis si à chaque fois que je dois faire une technique, je dois changer de position, ça va pas. La concordance, c'est que tout puisse partir de la même position. Et le problème avec la spiritualité, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, je mets un petit peu de bouddhisme ici, je mets un petit peu de chamanisme là, je mets un petit peu de taoïsme ici, je mets un peu de feng shui là. Et en fait, tout ça manque de concordance. Et c'est pour ça qu'on est aussi perdu à un moment donné. L'absence de notre propre spiritualité ici, qui est plus tellement engageante, fait qu'on va chercher ça ailleurs. On va le chercher ailleurs, mais on le comprend pas. On n'est pas né avec. On n'a pas de compréhension profonde, en fait, de chacune de ces choses-là. Et donc, on se crée une nouvelle spiritualité, tout simplement. On pourrait, si je me fais l'avocat du diable maintenant, on pourrait très bien dire que la société ne va pas si mal, que depuis les Lumières, on a arrêté de croire aux sorcières et puis au diable, et puis on a enfin une société rationnelle, et puis que finalement on vit beaucoup plus vieux qu'à l'époque, et puis qu'il ne faut pas peindre le diable sur la muraille, que finalement il y a des maladies de société partout, et puis que le monde va finalement mieux. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que le monde va finalement mieux et puis que on n'a pas besoin du spirituel, on n'a pas besoin de tout ça? Ou est-ce que c'est un véritable besoin? Il y a une véritable maladie de société qui entraîne toutes les autres maladies. En fait, c'est tout simple. Moi, je pense que la spiritualité, elle sert à celui qui la vit. D'accord? Si moi, je te parle de comment arrêter un coup de poing, mais t'as jamais vu un coup de poing, tu vas me dire, ouais, j'ai rencontré le mec qui m'a expliqué, puis lui, il n'a jamais eu de coup de poing de sa vie, donc il a rencontré un autre gars qui lui a expliqué. Donc, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est ce que tu vis tous les jours. Et moi, je dis aux gens, si on veut parler aussi, par exemple, de démocratie, pouvoir au peuple, d'accord? Je dis aux gens, est-ce que tu sens que tu as du pouvoir? Est-ce que tu sens que ta voix, elle compte? Est-ce que tu sens que tu es heureux tous les jours? Que tu as vraiment le bonheur, tu te lèves et tout? La plupart, ils te disent non, tout simplement. Et c'est ça, pour moi, la preuve qu'il y a un manque. Est-ce que c'est la spiritualité qui va guérir tout ça? Ça, c'est que le temps qui le dira. Parce qu'il y a encore les gens qui confondent religion et spiritualité. Si la religion faisait ce qu'elle avait à faire, ce qu'elle devrait faire, le mot religion vient du latin religare, et qui veut dire relier, bah, aucune religion se ferait la guerre. Et donc, on pourrait tous coexister ensemble. Mais puisqu'on se fait la guerre pour savoir qui a raison, bah, la religion, elle a raté, en fait, le chemin qu'elle s'était ouvert en disant on va relier les gens. Tu vois, sous une même bannière, on dira. Et là, on doit se demander qu'est-ce que c'est la vérité? Est-ce que ce que toi tu dis est vrai? Bah, je vais te dire oui. Est-ce que moi, ce que je dis est vrai? Je te dirai oui. D'accord? Mais la vérité, en fait, ça dépend de l'angle dans laquelle tu le regardes. Ça dépend de... Tout ça, c'est vrai. Et qu'est-ce qui devient une vérité vraie? D'accord? C'est ce que tu expérimentes par toi-même. Si toi, tu expérimentes la douleur, on va dire, tu sais, la douleur, c'est relatif. Tu vois? De 1 à 10, t'as combien? Oh, ouais, mais c'est une chochotte. Tu vois? Mais quand toi, tu l'expérimentes, c'est peut-être cette douleur, elle te fait vraiment mal. Donc, ça devient une vérité vraie pour toi. Et moi, j'invite les gens à découvrir leur vérité vraie. Tu vois? Et autant dans leur pratique spirituelle que dans la pratique de tous les jours. Donc, ce que tu dis, c'est juste. D'un point de vue, c'est totalement juste. On va trouver plein d'arguments pour dire, oui, on vit un peu plus vieux, on a de l'eau au robinet, on a du feu quand tu en veux, quand tu en veux. Mais moi, j'ai une autre vision, elle n'est pas pessimiste, c'est que quand tu as justement de l'eau au robinet, tu ne valorises plus l'eau. Tu la laisses couler. Tu nettoies ta voiture avec. Tu fais caca dans de l'eau potable. Hein, ça, c'est notre société européenne. Hein. Tellement je valorise plus
ce liquide qui manque terriblement à d'autres personnes dans le monde, que moi, je suis dans une société où je peux chier dedans. C'est extra, tu vois. Et c'est une question de valorisation. Donc, comme je te dis, je possède des choses, mais elles me rendent pas heureux, tu vois. Il me manque encore quelque chose. Alors, il me faut autre chose. Mais si on commençait à valoriser certaines choses qui, pour moi, sont l'essence même, le bas de la pyramide des besoins, hein, manger, toutes ces choses-là et tout, je me dirais, attends, mais j'ai de l'eau, c'est extraordinaire. L'eau, c'est la vie. Il y a des gens qui doivent marcher des kilomètres pour pouvoir remplir un bidon et revenir à la maison avec cette eau. Et donc, ils vont pas la gâcher. Le feu, la même chose. Je veux dire, moi, quand j'ai faim, je veux transformer mes aliments. Pap, électricité, gaz ou je sais pas quoi d'autre. Tac, j'allume mon feu et je peux manger et transformer. Pour d'autres gens, c'est compliqué. Et le feu, c'est sacré. Et si on revient au sacré, comme on disait avant, bah, il y a des éléments, bêtement, hein, ces 4 éléments, bah, ils sont sacralisés, si tu veux. Je pense qu'on vit une société de division. D'accord ? Et si on a lu Machiavel ou si on a lu Sun Tzu, on sait que la guerre, si tu veux gagner la guerre, il faut créer la division. Diviser pour régner. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On va diviser les gens. Mais avant, les gens, ils se réunissaient autour de quoi ? Du foyer. Le foyer, c'est quoi ? C'est le feu. Et quand on est autour du feu, le feu, il chasse l'obscurité, tu vois. Et puis, il permet à la famille de se réunir autour du feu pour manger, pour transmettre les histoires, pour faire toutes ces choses-là. Aujourd'hui, ça, c'est fini. Je t'ai dit, en arrivant, le moment, pour moi, un des moments les plus importants, c'est le repas. C'est ce moment que tu peux partager avec la famille. Et ça se faisait autour du feu. Là, je viens de rentrer, par exemple, de Mongolie. Une partie des nomades, ceux qui sont encore nomades, ils vivent dans des yourtes. Et qu'est-ce qu'il y a au centre de la yourte ? Il y a le feu. Et le feu, on tend pas les jambes en direction du feu, on brûle pas n'importe quoi dans le feu. Il y a un respect pour cet esprit du feu qui, lui, réchauffe toute la famille, protège la famille du froid et tout ça. Et le mot foyer, il vient directement de ça. Et ça, c'est ce qu'on a perdu. Quand je te parle de division, je veux dire, en Suisse, on a un taux de divorce qui est juste incroyable. En Europe, on a un taux de divorce incroyable. Et donc, c'est comme le caca dans l'eau, en réalité. On a tout ce qu'il faut, puis on le détruit. Parce qu'on n'est pas heureux, parce qu'on n'arrive pas à valoriser, en fait, des éléments tout simples de la vie qui sont essentiels. Tu comprends ? Mais parce qu'on a induit, notre société elle a induit ce besoin de consommation. On ne répare plus rien aujourd'hui, on remplace. Mon couple va pas bien, après 17 ans, 20 ans, je remplace. J'ai le dernier iPhone, mais le dernier vient de sortir, il est mieux, je remplace. Ma voiture, elle a 60 000 kills, je remplace. Parce qu'on ne valorise pas. Et si on revenait à des choses beaucoup plus simples, d'accord ? C'est là, pour moi, la vraie spiritualité. C'est de reconnaître ces choses simples comme des choses extrêmement importantes. Et dans le chamanisme ou dans le curanderisme et dans toutes ces traditions basées sur la nature, tous ces éléments extrêmement simples sont justement valorisés. Le feu, l'eau, l'air, la terre. Et si on valorise ça, d'un seul coup, on n'a plus besoin de grand-chose en réalité. Maintenant, on a besoin, parce que si tu veux toujours un meilleur salaire, il faut bien le dépenser, ce salaire. Puis il y a des gens qui ont hâte que tu le dépenses chez eux. Donc on va te donner des envies. Et puis si tu n'as pas ça, tu peux pas être heureux. Si tu n'as pas la dernière tondeuse qui est ton tout seul, t'es pas libre. Tu comprends ? Mais si tu valorisais des choses très très simples, tu serais super heureux en réalité. Là, j'étais en Mongolie, puis je leur dis, ça vous dirait pas d'avoir un frigo ? Puis il m'a dit, pourquoi faire ? Il me dit, nous, en tant que nomades, en 1 heure, il faut qu'on ait plié la yourte et qu'on puisse être parti. Si j'ai un frigo en plus, il me faut un yak de plus pour le porter. Ils ont besoin de l'essentiel. Et ils vivent heureux. Ils ont vraiment du bonheur. Dans la journée, une fois qu'ils ont répondu à un seul de leurs besoins, manger, ils sont heureux. Tout le reste du temps, ils le passent à se découvrir eux-mêmes. Ils le passent à rêver en regardant les nuages. C'est extraordinaire. C'est quand la dernière fois que tu t'es couché dans l'herbe et que tu as fait comme quand tu étais enfant, tu as regardé et puis tu trouvais des formes dans les nuages. Si tu peux trouver le bonheur là-dedans, tu as le bonheur et c'est que la spiritualité que tu pratiques, elle est bonne. Si tu n'as pas le temps de te coucher par terre pour regarder les nuages et que tu dis, mince, maintenant j'ai ça à faire, j'aurais dû faire ça, j'ai un CFC à faire, en fait, tu es toujours stressé. Et ça, c'est notre société. Donc, ce que tu dis, c'est vrai, d'un point de vue, ok, on a beaucoup évolué, c'est extraordinaire. Puis d'un autre, on a tellement évolué qu'on s'est écarté de choses essentielles. Et je pense qu'une société qui chie dans de l'eau potable, elle s'est vraiment écartée de l'essentiel.
En tout cas, c'est très bien résumé et puis l'image est parlante. Faut dire aussi que cette société s'exporte aussi très bien. Les mêmes Mongols dont tu parles, il y en a beaucoup qui ont adopté le mode de vie occidental, qui ont parfois une télévision dans leur yourte, qui deviennent sédentaires et qui mettent leur yourte sur du pilotis, comme celle que j'ai dans mon jardin et qui ne bouge plus. En fait, c'est dans une société qui se présente comme démocratique, ce qu'il nous faut, c'est la fabrique du consentement, en réalité. Il faut qu'on te fasse croire que c'est toi-même qui as décidé. Pour ça, tu peux t'en prendre à personne. C'est toi qui as décidé. C'est toi qui as acheté la voiture. C'est toi qui as voulu ça. Et donc, on va créer l'envie. Et ça, c'est le marketing, en réalité. On va créer l'envie, et puis on va y mettre toutes les couleurs qu'il faut pour que ça soit attractif comme un très bon repas, en réalité. Et donc, ces sociétés nomades, pour prendre la Mongolie en exemple, le meilleur moyen qu'ils ont eu de pouvoir exporter justement cette vision du monde, parce que le monde occidental, quand il est arrivé en Amérique latine, c'est lui qui avait raison, les autres c'était des sauvages. Et on a toujours eu la prétention de vouloir exporter notre façon de faire, parce que nous, Société des Lumières, on était rationalistes, on savait mieux que tout le monde. D'accord ? Et comment on fait pour exporter ça ? Il faut draguer, il faut faire du marketing. D'accord ? On va utiliser la télévision, on va utiliser la radio. Et dans toutes ces sociétés nomades, quand les communistes ont voulu les draguer, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Comme je te dis, ils ont élevé des poteaux, ils ont fait en sorte que chacun puisse avoir sa radio, chacun puisse avoir sa télévision. Et c'est vrai que dans certaines de ces yourtes, une grande majorité de plus en plus, ils ont une télévision. Et donc, ils ont une petite fenêtre sur notre monde. Et tu ne peux que convoiter ce que tu vois. Tu peux pas convoiter ce que tu connais pas, c'est impossible. Tu peux pas dire je veux une Lamborghini, mais je sais pas que ça existe une Lamborghini. Je peux pas la convoiter. Donc on va me la montrer une fois, on va me la montrer 2 fois, puis on va me la vanter encore une 3e fois. Puis on va me dire en plus qu'elle peut résoudre tous mes problèmes. Tu vois ? Grâce à cette Lamborghini, je vais pouvoir draguer plus facilement. Tu vois, je veux dire, c'est un problème qu'on pourra parler si tu veux. La Lamborghini et la blonde qui va avec. Elle viendra automatiquement, c'est ça, tu vois. Et en fait, oui, on est une société qui exporte sa vision, parce on a aussi, je crois qu'on croit tellement peu en nous-mêmes, que pour croire un peu plus en nous-mêmes, on doit voir l'autre adhérer à notre vision. Combien de fois, toi, tu crois en quelque chose et tu te bats avec quelqu'un parce que tu as besoin qu'il acquiesce, qu'il reconnaisse que tu as raison pour que toi, tu te sentes mieux. Ah, moi, je crois en la réincarnation. Puis tant que les autres, ils y croient pas, je me sens un peu faible, tu vois. Mais la vraie spiritualité, c'est pas ça. Je veux dire, si toi tu crois en autre chose, moi ça va pas venir faire du mal à ma spiritualité. Tu vois ? Si toi tu me dis, moi je suis rationnel, toi tu l'es pas, si toi t'as pas de problème avec ça, il y a pas de problème. Tu vois ? Toi tu vas me dire, ah ouais, chaque fois que tu dis un truc qui va pas, tu touches du bois. Voilà, je touche du bois, si ça te dérange, tant pis, je m'en fous. Ça me touche pas. D'accord ? Et donc toutes ces sociétés qui disaient, voilà, nous on a raison, les autres c'est les sauvages, ils ont exporté un petit peu, ils continuent à exporter. Puis aujourd'hui, en fin de vie, il recommence, il continue toujours, parce que une civilisation en fin de vie, elle veut survivre, et donc elle a encore besoin d'exporter sa vision. Maintenant, et c'est ça qui est incroyable, il faut étudier l'histoire, tout simplement. Si elle avait raison, alors elle est venue, par exemple, moi, ma famille vient d'Amérique latine, je suis né en Argentine de famille uruguayenne. L'Uruguay, c'est tout petit. Avant que les colons ils arrivent, on avait des Amérindiens, on avait des plantes, on avait des jaguars, on avait tout. En 500 ans, on n'a plus rien. Il n'y a plus un jaguar. La plupart des plantes, il n'y en a plus. Monoculture, tout ça, ça a tout détruit en réalité. Et c'est ça les fruits que je te disais avant. Les paroles, c'est bien joli, mais les actes, c'est plus important. Puis on voit qu'on fait que de répéter toujours la même histoire, tout le temps la même histoire, tout le temps la même histoire. On nous a interdit d'utiliser les antéogènes. C'était horrible. Et puis maintenant, les mêmes, quelques siècles plus tard, nous disent « c'est extraordinaire ». C'est qui s'est trompé ? C'est qui s'est trompé ? C'est la société occidentale ou c'est ces peuples-là traditionnels sauvages qui, elles, n'ont pas bougé ? Elles disent toujours la même chose depuis le début. Maintenant, on revient en arrière. C'est qui s'est trompé ? Puis est-ce que dans 200 ans, on va dire « attendez, on fait fausse route, on fait marche arrière, on s'est trompé ». Mais en attendant, c'est une vérité vraie. Pour ceux d'ici. D'ailleurs, t'es pas allé
qu'en Mongolie, je crois que tu t'impliques beaucoup avec les peuples premiers d'Amérique du Sud, ben justement d'où tu viens. Est-ce que tu peux nous parler déjà un peu de toi, de ton parcours, ton enfance, d'où tu viens et un petit peu ce retour aux sources en soutenant les cultures premières d'Amérique du Sud? Alors moi, je suis né en 78 à Buenos Aires, en Argentine, au même temps que démarrait la dictature militaire. Donc, naturellement, je me suis toujours intéressé au concept même de dictature, de démocratie, toutes ces choses-là. Et dans beaucoup des démocraties qu'on vit aujourd'hui, je vois beaucoup de traces de dictature, mais d'une façon un peu plus subtile. En Argentine et en Uruguay, c'est des peuples qui prétendent qu'ils n'ont pas de lien avec les peuples premiers qui sont là. Donc, si tu prends toute l'Amérique latine, l'Argentine et l'Uruguay sont des peuples un peu différents avec le Chili. D'accord. C'est des peuples qui prétendent vraiment, non, ils disent, nous, on est descendus du bateau. Et en fait, ils sont très occidentaux, si tu veux, dans leur tête. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y avait effectivement, et il y a encore, beaucoup de peuples autochtones qui vivent là, mais qui sont opprimés encore aujourd'hui en Argentine et en Uruguay. Et donc, les familles, elles avaient honte de dire, à ce moment-là, parce que l'esprit dominant, t'as du sang européen, tu vas pas aller raconter que t'as du sang d'esclaves ou du sang amérindien. Donc, ça a pris très longtemps dans ma famille pour que moi-même, je découvre que j'avais du sang amérindien, qu'on avait eu des esclaves, parce que c'était une honte, tout simplement. Ça a pris plusieurs années. Donc, quand je suis arrivé en Suisse, j'ai grandi comme un occidental. Coupé de mes origines, coupé de ma spiritualité, coupé de ma langue d'origine. D'accord ? Et c'est justement ce mal-être, cette sensation dont tu disais avant, qui me manque quelque chose, qui m'a fait d'abord chercher vers l'extérieur. Parce que c'est plus simple. Comme je te dis, on convoite ce qu'on voit. Donc on voit un gars qui médite, puis on se dit, ah bah il a l'air bien, je vais aussi méditer. On voit un gars qui fait telle chose, je vais faire comme lui, un peu de yoga, un peu de ci. Donc on cherche la spiritualité à l'extérieur. Et petit à petit, j'ai découvert qu'il fallait la chercher à l'intérieur. Si tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas, tout simplement. C'est ce que je fais avec mes patients. J'essaie de les inviter à savoir d'où ils viennent, qui ils sont. Et puis après, à regarder vers l'extérieur. Mais au moins, tu as un point de départ. Donc, tu as une visite intérieure, une exploration intérieure à ce moment-là à faire, au niveau génétique, au niveau de tes ancêtres, au niveau du lieu où tu es né, des influences que tu as reçues. Et j'ai petit à petit découvert tous ces aspects-là. J'ai commencé à les explorer plus en profondeur. Et c'est là que j'ai vu et j'ai commencé à comprendre qu'est-ce qui était en moi, qu'est-ce qui vivait en moi. Et tu peux avoir 1% de sang africain, et ça peut tirer beaucoup plus que 99% du sang occidental. Et tu sais que tu avais un truc différent. Et moi, c'est ce qui a été le cas. Moi, j'ai senti plus d'attrait pour ces choses-là. Et plus j'ai été recherché dans cette direction-là, donc moi, j'ai découvert que j'avais du sang Charrúa. Charrúa, c'est une nation qui avait son territoire en Uruguay, une partie de l'Argentine, une partie du Brésil et du Paraguay. Et c'est un peuple qui a été totalement décimé, en fait, par les Occidentaux qui sont arrivés là. Et avec une véritable volonté de les détruire. Et donc, en recherchant toutes ces choses-là, j'ai découvert effectivement tout ce qui coulait un peu dans mes veines. J'ai compris pourquoi dans ma famille, on avait des guérisseurs, d'où ils venaient, qu'est-ce qu'ils pratiquaient. Et puis on me disait, il faut pas trop en parler parce que c'est mal vu. Et en fait, moi j'ai fait l'inverse, j'ai commencé à en parler de plus en plus. Je me suis intéressé à la cause, j'ai vu qu'il y avait encore aujourd'hui, parce qu'on parle facilement du génocide Deuxième Guerre mondiale, mais on parle très peu du génocide qui a encore lieu aujourd'hui pour les peuples autochtones un peu partout dans le monde, et en particulier en Amérique latine, qui est le véritable génocide le plus grand qui ait jamais eu lieu. Parce qu'on a l'impression qu'on arrive en Amérique latine, qu'il y avait 3 gars sur une plage et puis qui étaient très contents de recevoir ce qu'ils avaient reçu. En fait, non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Aujourd'hui, on a des milliers de peuples autochtones en Amérique latine qui souffrent encore aujourd'hui de la colonisation. Mais c'est eux qui ont maintenu, vivant, beaucoup de traditions, dont celle de l'utilisation des antéogènes, qui a jamais eu d'interruption. Ceux qui tentent de nous faire croire aujourd'hui qu'il y a eu une interruption quelque part, ils nous mentent. Je veux dire, l'utilisation des antéogènes par ces gens-là ne s'est jamais arrêtée.
c'est en Occident, c'est en Europe, c'est dans notre continent occidental qu'il y a eu une coupure avec, comme tu disais avant, le meurtre, le génocide des sorcières, par exemple, qui, elle, était vraiment, à mon sens, celle qui gardait vivant une certaine forme de spiritualité, de tradition, d'accord, et surtout l'utilisation des antéogènes qui s'est perdue après ça. Donc, il y a eu une rupture ici, mais là-bas, il n'y a jamais eu de rupture. Et en fait, je me suis intéressé un petit peu à tout ça, j'ai découvert ça, je me suis battu pour les peuples autochtones, en particulier pour le peuple, la nation Tchalua. Je suis parti aux Nations Unies, je me suis présenté là pour tenter, d'une façon, comment dire, un peu plus directe, d'obtenir réparation. Il n'y a pas eu vraiment de résultat et je me suis dit, c'est pas la bonne façon d'agir. Pour moi, la meilleure façon d'agir, c'est de préserver en fait cette tradition intacte. D'accord ? Et donc, j'ai commencé à voyager beaucoup auprès des peuples autochtones pour déjà les motiver, eux, à récupérer ou à préserver leur propre tradition, à faire eux-mêmes leur propre anthropologie, c'est-à-dire pas d'attendre qu'un autre y débarque et qui te dit « je vais faire un travail sur vous ». Non, faites-le vous-même. Écrivez vous-même vos livres, faites vous-même vos vidéos, préservez vos traditions. N'attendez pas qu'un occidental vienne et puis qu'il va faire un livre sur vous. Et ça, c'est ma méthode de fonctionner. Et en faisant ça, j'ai rencontré énormément de guérisseurs, de curandero, de chamans un peu partout, qui, eux, étaient très contents aussi de transmettre et de partager une partie de leur savoir avec des gens qui s'y intéressent différemment que simplement venir prendre et repartir. Parce que moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est comment ils vivent. Est-ce qu'ils vivent bien? Est-ce qu'ils vivent pas bien? Est-ce qu'on peut améliorer quelque chose et les soutenir, non pas les aider, mais les soutenir. Ça, c'est encore quelque chose de différent pour moi. L'aide rend l'autre esclave, d'accord, hein, on parlait de salaire universel. Hein. Celui qui aide, il a tous les pouvoirs, il prend ce qu'il a envie de prendre. Celui qui soutient, ça veut dire que c'est l'autre qui fait l'effort et qui construit lui-même. Et toi, tu soutiens et tu te retires quand les choses fonctionnent tout seul. Donc, je suis plutôt dans un mouvement de soutien que d'aide. Hein. On parlait de salaire universel, mais entre nous, hors antenne, du coup, est-ce que tu peux revenir un petit peu dessus? Alors, je disais que moi, j'étais pas pour ce type de système parce que celui qui te nourrit, c'est la main qui te nourrit et c'est celle aussi qui peut te châtier. Et en fait, tu perds ta liberté. En réalité, comme je disais avant, le peuple nomade, une fois qu'il s'est nourri dans la journée, il est libre. Tandis que si tu es nourri par un autre, il est plus libre, en réalité. Il doit quelque chose à cette main qui le nourrit. Et donc, c'est un piège pour moi, le salaire universel, qui sert de tampon entre la réalité qu'on a aujourd'hui et celle qui est à venir, où il y aura de moins en moins de travail pour beaucoup de gens, d'accord, de moins en moins de travail, parce que ce travail va être remplacé par l'intelligence artificielle, par des machines et tout ça. On aura plein de métiers qui vont disparaître, tout simplement. Et donc, il va falloir faire quelque chose avec ces gens-là. Et selon les termes de Klaus Schwab et puis de toute cette compagnie, il y aura un groupe un peu d'inutiles, de gens qui sauront pas dans quelle direction aller. Et puis ces gens-là, il faut les maintenir un petit peu. Et donc la meilleure solution, c'est de leur donner un salaire universel. Comme ça, pendant un temps, ils se posent pas de questions. Mais c'est dangereux. Et c'est pour ça que je fais une distinction entre soutenir et aider. Soutenir, c'est différent. C'est que l'autre, il fasse quelque chose. Parce que le salaire universel, t'as plus besoin de te lever le matin. T'as plus besoin, je veux dire, t'as plus besoin de rien faire en réalité. Tu vas recevoir ton salaire. Tu vois, c'est un droit, c'est un dû. Mais pour ça, tu vas devoir te présenter et timbrer à tel endroit, par exemple. Tu vas devoir arrêter de lire les livres qui sont interdits parce que il faut que tu montres que tu es bien intégré. Tu vas pouvoir le recevoir seulement si tu es bien intégré. Ou si tu es vacciné, par exemple. Ou si tu es vacciné, par exemple. On a déjà vu des choses comme ça. Hein. Et donc, il y a l'anxiété qui va augmenter. Donc, eux, ils prévoient qu'avec cette perte de l'emploi, tout va augmenter en termes d'anxiété et de dépression. Puis, là aussi, l'antéogène va servir un peu de tampon là-bas au milieu. D'accord ? Et pour revenir à ce que je faisais avec les peuples premiers, c'était ça. J'ai essayé de vraiment leur dire, oui, je me disais, tu vis en Suisse, t'es à côté des Nations Unies, est-ce que tu peux nous représenter? Au début, j'ai dit oui. Donc, je me suis retrouvé là-bas à lire des textes, à rencontrer les gens importants. Et en fait, sans vraiment résultat. Ça fait bien aujourd'hui de se faire prendre en photo à côté d'un Amérindien, c'est toujours bien, tu vois. Ou d'un bouddhiste aussi, ça fait bien. Mais en fait, les gens, ils bougent pas tellement.
Et on le voit encore aujourd'hui, ça c'est une de mes peurs et de mes craintes plutôt par rapport aux antéogènes, c'est que la façon dont c'est en train d'être mis en place actuellement, il y a une énorme négation des peuples autochtones dans leur savoir, dans leur connaissance, dans le rôle qu'ils ont joué dans la préservation. On va encore leur interdire, parce qu'ils n'ont pas un diplôme de docteur, de faire ce qu'ils ont toujours fait. Eux, ils resteront toujours dans l'illégalité. Par contre, ils ont plus d'expérience. C'est comme si, en fait, tu voudrais te faire opérer par un gars qui vient de sortir de l'école. Mais celui qui opère depuis toujours, tu lui dis, il n'est pas reconnu. Tu vois? Donc, imagine le risque. Hein. En tout cas, moi, je sais par qui je veux me faire opérer. Et c'est ça un petit peu ce qui est en train de se passer dans le monde des antéogènes aujourd'hui en Europe et aussi au nord des États-Unis. C'est que ceux qui sont en train de prendre le pouvoir, c'est pas forcément ceux qui savent. C'est ceux qui d'abord essaient de mettre les jalons pour pouvoir garder le monopole. Et puis ces gens-là, ils n'ont aucune intention d'aller voir ceux qui savent vraiment. Et puis surtout, on ne va pas leur laisser la possibilité de le faire. Donc on a une nouvelle injustice qui va être faite pour ces peuples autochtones. Ceux même à qui on leur vole tout jusqu'à maintenant. Et ça, tu ne peux rien construire de durable et de positif si c'est construit sur la souffrance. Tu vois? Tôt ou tard, ça va dégénérer. C'est construit sur le pouvoir. C'est complètement différent. Et si ça avait été construit différemment, bah, ces gens-là se seraient tournés et diraient non, on va élargir les choses. On va élargir. C'est pas que les docteurs qui savent. C'est pas que les universitaires qui savent. Eux, ils ont aussi leur propre savoir. Au début, tu m'as dit, et j'ai rigolé, je sais pas si ça a été enregistré, mais Marcos. Je suis très fier de porter le même nom que le commandant Marcos Zapatiste. Parce que ces peuples-là ont montré que c'était possible de créer une réalité alternative dans le gouvernement même, dans la société même. Ils ont réussi à donner une autre place, si tu veux, à un moment donné, à créer des universités populaires qui sont d'un très haut niveau aussi, où ils vont transmettre leur propre savoir. Parce que aller à l'université ici, toi, t'es amérindien, on va dire non, il faut que tu apprennes l'espagnol, tu apprennes l'anglais, tu apprennes ça. Et puis on perd les langues autochtones. Eux, ils ont créé leurs propres universités et ils ont dit, on décide nous-mêmes de quel savoir doit être transmis et préservé. Tu vois? Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'on peut créer des réalités alternatives. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui parce qu'on arrive à une fin de civilisation. Et dans le cadre de cette fin de civilisation, où on peut se battre pour essayer de maintenir les choses telles qu'elles sont maintenant, et je pense à mon avis que c'est pas souhaitable, où on peut essayer d'imaginer le monde de demain. Mais si on l'imagine déjà sur le cadavre des autres, on peut rien construire de positif. Et c'est dommage, aujourd'hui, dans peut-être ce renouveau, cette redécouverte des antéogènes, c'est dommage que ça soit fait sur le cadavre des peuples premiers, encore une fois. On doit d'abord aller s'excuser et dire, écoutez, on s'est trompé. On vous a interdit de pratiquer vos cultes, on s'est trompé. Maintenant, vous pouvez le faire. Vous voyez? Et si on le faisait de cette manière-là, on pourrait collaborer et avancer beaucoup plus loin. Mais c'est pas en train de se passer comme ça actuellement. C'est marrant parce qu'il y a une sorte de mode du pardon aujourd'hui où des gens se mettent à genoux par rapport à l'esclavage, des choses comme ça, mais on voit rarement un pardon que je qualifierais peut-être de plus sincère, peut-être à tort, envers ces génocides qu'on a fait envers les Inuits, les peuples amérindiens. C'est difficile de reconnaître sa responsabilité de manière réelle au niveau de l'État plutôt que ces sortes de carnaval de pardon auxquels on peut assister aujourd'hui. Alors, ce que tu dis, c'est totalement juste, ce carnaval, parce que, sincèrement, qu'un occidental vienne se mettre à genoux devant un Amérindien ou un Africain et tout, je trouve ça inintéressant. Là, on est dans du carnaval, ce qui implique que je suis vu par quelque chose, par une caméra. C'est la nouvelle génération qui se fait filmer en train de donner de l'argent à un sans-abri. Comme ça, tu vois. Puis s'il n'y avait pas de caméra, probablement ils ne le donnent pas ou ils ne se mettraient pas à genoux. On revient à cette société de la culpabilité aussi. Hein. On pratique en Occident une religion judéo-chrétienne où l'homme, il est coupable dès le début, en fait. Il est porteur du péché. Et donc, il y a une espèce de culpabilisation constante. On vit dans le péché, il faut faire la rédemption, on est tout là-dedans. Mais moi, je te dis, c'est les actes qui sont importants. Et puis, te mettre à genoux, puis après quoi? Il n'y a plus rien. Et c'est ce qui se passe actuellement. Je veux dire, il n'y a rien. Je veux dire,
On a toujours les mêmes problèmes au niveau racial aux États-Unis. C'est toujours les mêmes qui se font flinguer. Je veux dire, ça avance pas. Le problème, c'est que les richesses, on le voit aujourd'hui avec l'Afrique, on le voit avec le peuple Villarrica au nord du Mexique, les terres sur lesquelles il y a de l'or, de l'argent ou des métaux précieux ou autre chose, bah, c'est tout le temps des terres autochtones. Tout le temps. Je veux dire, c'est clair. Aujourd'hui, tu regardes ce qui se passe aujourd'hui au niveau minier en Mongolie, c'est toujours la même chose. Qui est en train de trinquer? C'est les nomades. Est-ce que eux profitent de l'extraction de l'or sur ces territoires, sur son terrain? Non, pas du tout. Est-ce que les Villalika vont profiter de quoi que ce soit? Non, pas du tout. Est-ce que les Africains en profitent de tous les métaux précieux, les terres rares qu'ils ont chez eux? Non plus. Donc, d'un côté, pour l'image, on va vouloir dire pardon, d'accord? Je comprends, je m'excuse, machin. Mais c'est les actes qui comptent. Et c'est de redonner la liberté à l'autre, cette liberté qu'on lui a appris. Parce que la chose la plus importante dans notre vie, c'est la liberté. Et quand je demande aux gens, est-ce que tu te sens libre? La réponse, elle est unanime. Je me sens pas libre. Mais alors à ce moment-là, on devrait redéfinir qu'est-ce que c'est la liberté. Est-ce que c'est la liberté de mouvement? C'est la liberté de quoi en réalité? Et cette liberté, elle a été de plus en plus restreinte au bénéfice de quoi? De la sécurité, en fait. C'est ça, je veux dire. On va naître sur cette terre avec un truc incroyable. La vie et la liberté. Mais très rapidement, on va te mettre dans une cage. On va dire, oui, tu as le droit de bouger, mais pas jusque-là, mais pas jusqu'ici. Et puis, tu as le droit de faire ça, mais seulement si tu fais ça et tout. Donc, on va troquer notre liberté contre de la sécurité. Encore pire, on va troquer notre liberté contre du confort. On est une société de confort. Les mecs vont payer plus cher une voiture parce qu'elle a un siège plus confortable. Tu vois? À un moment donné, on a un problème. Mais on a troqué ce qu'on avait de plus cher au monde, notre liberté. Quand un oiseau, il vient au monde, il va vivre, mourir là où il est. Il va mourir là où il est, puis il va rester là où il est. Il va pas coûter quoi que ce soit à la société, à sa société à lui. On est le seul animal sur la planète qui doit travailler, payer pour avoir le droit de vivre sur la planète dans laquelle il est né. Où on a tout. Comme je te disais, on fait caca dans de l'eau potable. Tu comprends? Et en fait, ça, c'est pour moi le véritable problème. Donc, ce pardon, il doit être authentique. S'il sort de ton cœur, t'as pas besoin de te mettre à genoux. Moi, j'aurais honte de laisser quelqu'un se mettre à genoux devant moi pour un crime qu'il n'a pas directement commis. Pour moi, c'est totalement absurde. Par contre, si lui se sent touché par la situation, il faut pas qu'il continue à commettre ce même crime. Tu vois? Il faut pas qu'il s'approprie la culture des autres. Ou s'il le fait, il faut qu'il ait l'autorisation de l'autre de le faire. Tu vois? Parce qu'ils vont lui dire, mais oui, mais on voit que tu es sincère, tac, tu peux le faire. Tu vois? Et effectivement, c'est un grand carnaval. Loin du vrai sens du terme. D'accord? Encore une fois. Parce que le carnaval, pour moi, c'est un autre niveau. Et donc, si toi, tu te sens touché par la cause de ces peuples premiers, et de ce qui a été fait, peut-être par tes propres ancêtres, t'es pas coupable. Coupable, c'est quand toi-même t'as fait quelque chose de mal. Donc, t'as pas besoin de te mettre à genoux. Et si l'autre qui accepte en face, c'est qu'il a toujours pas compris non plus. D'accord? On est dans le même jeu. Si l'autre, il doit torturer pour pouvoir se sentir bien, ou il doit te mettre à genoux, puis faire des photos et tout, c'est une catastrophe. Moi, je trouve ça horrible, personnellement. C'est pas comme ça qu'on évolue. Par contre, si tu te sens vraiment touché par ce qui a été fait, participe pas. Participe pas. Donne pas le pouvoir à des gens qui abusent de toutes ces choses-là. Tout simplement. Mmh.